Olivier Py, lors d'un précédent forum, vous avez écrit « Nous ne pensons pas que la recherche qui s'effectue sur les plateaux soit différente de celle qui s'invente dans les laboratoires. » Alors vraiment, je me dis que c'est un discours audacieux. Et cette recherche, c'est la recherche de quoi? De nouveaux futurs, de nouveaux regards, de nouveaux mondes? Qu'est-ce que c'est que cette recherche? D'abord, il faut s'étonner de l'idée que la recherche et que la pensée se soient sectorisées, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'on a vu apparaître à partir du 19e siècle, c'est que la technoscience est devenue la forme de recherche et de pensée qui prévaut sur les autres. Mais au temps de Shakespeare ou au temps d'Échille, on ne pensait certainement pas comme ça. Alors, nous, gens de théâtre, artistes, nous appartenons à une époque où la pensée ne s'exprimait pas forcément de manière rationnelle ou forcément par des concepts. Et d'ailleurs, évidemment, dans un monde plus complexe, pour citer le bel adjectif d'Edgar Morin, dans un monde plus complexe, on a aussi besoin de ces autres formes de pensée, puisque on sait que la vérité, non seulement elle est biodégradable, mais qu'en plus elle est pleine de trous. Nous travaillons au droit de ces trous. Alors qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche? Oh là là, ça c'est difficile. C'est difficile. Est-ce qu'on cherche le sens? C'est pas toujours le cas, en tout cas pour ceux qui sont des artistes. Je ne suis pas sûr que l'art ou le théâtre soit là pour produire du sens. On a envie de le dire comme ça, communément, de manière journalistique évidemment. Mais non, c'est pas exactement ça. On cherche les conditions de réunion de différentes pensées, de différentes recherches, et dans cette possibilité collective, quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Qui est vraiment de l'ordre du messianique, parce qu'on l'attend, mais on ne sait pas ce que c'est. On y reviendra. Thierry Damerval, vous avez voulu poursuivre, puisque ce n'est pas vous qui avez intronisé ces rencontres, recherche et création, mais vous avez voulu poursuivre cet engagement de l'Agence nationale de la recherche. Pourquoi? Alors l'histoire a commencé il y a quelques années avec un appel à un projet création, qui était assez inédit, un peu risqué, qui portait sur toutes les formes de création de la recherche, sur toutes les formes de création, littérature, théâtre, chorégraphie, danse, etc., opéra. Et ça a eu un très grand succès. Et donc à partir de là, ça a continué. Lorsqu'Olivier Py est arrivé à la direction du Festival d'Avignon, rencontre avec l'ANR, c'était pas moi à l'époque, mais chez nous, Catherine Courtet qui porte le projet et qui le défend parfaitement. Et dans le cadre des ateliers de la pensée, mis en place par Olivier Py, les rencontres recherche et création s'intégraient parfaitement. Nous, on a un axe spécifique, culture, création, patrimoine, qui permet aux chercheurs de déposer des projets dans ce domaine de manière très ouverte, très libre. C'est à l'initiative des chercheurs, c'est de la créativité scientifique. Et on a financé environ 400 projets, 300 dans les divers domaines des sciences humaines et sociales, linguistique, histoire, etc. Et 100 avec un domaine qui se développe fortement sur les neurosciences, les sciences cognitives, donc un ensemble important. Et ce qui est fabuleux avec ces rencontres, c'est de mettre ensemble des artistes, des metteurs en scène, des créateurs, des chercheurs, et on voit que le dialogue fonctionne parfaitement et qu'il y a un enrichissement mutuel extraordinaire. Antoine Petit, le CNRS fête cette année ses 80 ans. C'était donc l'occasion de créer ce forum nouveau, intelligence culturelle. C'est très large. Qu'est-ce que le CNRS, qui fait à peu près tout, a à en retirer? D'abord, je tiens à dire que même si le CNRS n'était pas institutionnellement associé aux rencontres, il y a beaucoup de chercheuses et de chercheurs CNRS qui, depuis le début, ont participé parce que l'ANR finance des projets qui sont portés par des universitaires et aussi par des personnels du CNRS. Et c'est vrai que cette année, on a voulu faire une année de fête pour nos 80 ans pour célébrer certes le CNRS, mais aussi célébrer la science et célébrer la science dans la cité au sens large. Et on a multiplié les rencontres avec d'autres acteurs que le monde purement scientifique, parce que, comme l'a parfaitement dit Olivier Py, de ces rencontres
peuvent naître des choses tout à fait intéressantes parce que le chercheur, comme l'artiste, mais peut-être aussi comme l'industriel, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes ressorts, il a cette volonté de créer, de sortir des sentiers battus, de faire aussi du beau. Je pense que les chercheurs ont cette notion aussi qui peut sembler un peu bizarre. Parfois, on parle d'une belle preuve mathématique. Ça, je pense que c'est une forme de beauté qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais je crois que cette capacité à aller au-delà de ce qu'on sait faire, c'est ce qui fait précisément la force des très bons chercheurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des mondes qui sont très compartimentés, mais je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a des niveaux de technicité qui sont énormes, et on parle beaucoup de pluridisciplinarité, c'est quelque chose sur lequel le CNRS fait porter un effort particulier, mais il faut aussi rappeler que la pluridisciplinarité de qualité, elle doit s'appuyer sur une disciplinarité d'excellence. Et donc le fait d'avoir le temps de s'ouvrir à d'autres mondes, ce qui est essentiel, mais il y a toute une période d'apprentissage. Et si on ne fait pas attention, c'est vrai que les gens ont tendance à s'enfermer dans leur secteur disciplinaire et qu'il faut absolument, et je crois que c'est par exemple le rôle de la direction du CNRS, d'obliger les gens, d'obliger, le terme est trop fort, mais d'inciter les gens à sortir des sentiers battus, donc à la fois avec des recherches entre disciplines, mais aussi aller se confronter à des mondes qui sont quand même pas les leurs. Et je pense que le monde de la création artistique est un monde dans lequel je suis convaincu que les chercheurs ont beaucoup appuyé, et j'espère que réciproquement, parce qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant, que les artistes ont aussi intérêt à discuter avec les chercheuses et les chercheurs, comprendre ce qui les meut, les meut en deux mots, ce qui les meut et ce qui les émeut. Exactement. Vous avez parlé de beauté. Man Ray avait été séduit par toutes ces formes mathématiques qui se sont traduites en objets mathématiques qui étaient conservés par l'Institut Henri Poincaré, l'Institut de mathématiques qu'a dirigé Cédric Villani. Et il en a fait des photos et ensuite des tableaux, et les appelait équations shakespeariennes. C'est ça que vous voudriez faire? Des équations shakespeariennes aussi? Non, je ne dirais pas ça. Pour ce qui est en tout cas du monde du théâtre, vous savez, le théâtre c'est une boîte. C'est jamais qu'une boîte. Et dans cette boîte, on peut inviter des paroles qui soient très très différentes les unes des autres. Et pourquoi pas toutes les sciences humaines. Donc il y a cette force-là qui fait qu'on n'a pas besoin d'être dans une harmonie imitative avec quelque forme scientifique qu'elle soit, mais tout simplement dialoguer très très directement. Évidemment, la recherche littéraire, l'histoire, la linguistique, les neurosciences, tout ça, il n'y a aucune raison que ça n'alimente pas le questionnement théâtral. Oui, mais y a-t-il un de ces domaines qui vous inspire le plus? J'ai entendu pas mal de choses sur les neurosciences et la génétique aussi. Or, l'histoire, évidemment, oui. Mais qu'est-ce qui vous inspire? L'histoire, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Sur la neuroscience, c'est peut-être plus surprenant. Et moi, j'ai le très grand bonheur de relire tous les actes pour préfacer chaque année ce que nous faisons. Alors, ça m'emmène évidemment sur des chemins que je n'imaginais pas. Je n'assiste malheureusement pas à toutes les prises de parole. Et là, j'ai découvert des choses absolument passionnantes et qui alimentent... Quoi, par exemple? Mon théâtre est un théâtre de la parole. Donc, qu'est-ce que la parole, par exemple? D'où ça vient? Comment ça s'est construit? Est-ce que c'est un geste ou est-ce que c'est un son? Ces questions-là, je me les pose en tant que poète. Et pourtant, j'entends dans ceux qui font un travail scientifique sur les origines de la parole des questionnements qui sont en soi poétiques. Thierry Damerval. Justement, des questionnements et des résultats récents qui sont très intéressants, je pense, pour un metteur en scène, entre le langage gestuel et le langage oral. Et les études en neurosciences, les études de comportement, des études de psychologie montrent maintenant, alors que l'on pensait que chez Homo sapiens, le langage était apparu avec l'anatomie des organes vocaux, en fait non. Ce qui a prévalu dans le langage, c'est le langage gestuel. Et on a en fait un langage gestuel commun chez nos ancêtres, les grands singes. Et le langage gestuel, aussi bien au niveau du cerveau qu'ensuite dans l'expression, a précédé complètement le langage vocal. Et je pense que
Les artistes dans le théâtre l'avaient parfaitement pressenti, et maintenant la science le démontre. Ce que vous avez écrit, me semble-t-il aussi, c'est que justement peut-être l'organe qui parlait le plus, c'était la main. Ah, ça c'est Valère Novarina qui l'a dit, c'est pas moi, et je ne peux pas lui voler cette phrase sublime, sublimissime. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de penser que chez un chercheur, quel qu'il soit dans l'esthétique ou qu'il soit dans les sciences et même les sciences les plus techniques, il y a une intuition. Il y a d'abord une intuition, et puis après du travail. Voilà. De l'intuition d'abord et du travail. Mais je crois que, c'est ce que j'ai découvert en tout cas, chez beaucoup de chercheurs, il y a d'abord une intuition et ensuite ils cherchent une confirmation de cette intuition. Il ne faut pas que la recherche devienne une recherche des preuves d'une intuition rétroactivement. Mais enfin, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas quantifiable et qui n'est pas simplement une chaîne de conséquences qui conduirait à cette conclusion-là. Vous parlez d'intuition. Antoine Petit, est-ce que chez les chercheurs, la fréquentation de lieux comme le Festival d'Avignon, ça peut permettre de réintroduire un peu d'émotion dans l'activité scientifique qui est souvent perçue comme un peu aride et sèche? Ce qui est faux, évidemment. Alors, ce qui est faux, moi je pense que le chercheur ou la chercheuse, c'est quand même souvent quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, qui parfois peut sembler un peu dans son monde. Et je pense qu'il y a plein d'émotions. Quand vous faites de la recherche, si vous n'avez pas de l'émotion, vous ne faites pas de recherche. Après, encore une fois, c'est compliqué, c'est que c'est une émotion qui est peut-être inaccessible par le commun des mortels, encore plus que ne peut l'être l'émotion de l'artiste, dont ça fait partie pleinement, je pense, de l'objectif, que de partager cette émotion. Le chercheur, il peut être plus égoïste parfois et dire qu'il va la partager avec les quelques personnes qui comprennent ce qu'ils font. Mais oui, je pense que ça ne peut, encore une fois, le fait de croiser des gens, si on prend le temps d'écouter la manière dont les autres fonctionnent, je pense que c'est extrêmement enrichissant. Je pense que l'intuition est quelque chose qui est réel. Il y a aussi quelque chose qui est plus fabuleux, de mon point de vue, c'est l'étincelle. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un truc, vous dites, ça y est, Eureka. Non mais c'est ça y est, j'ai compris. Et ce qui est étonnant, c'est pourquoi je n'avais pas compris avant. Et j'imagine que chez l'artiste, il y a cette même émotion qu'à un moment, il se dit « Ah, ça y est, c'est comme ça qu'il faut que je présente ». Et ça, c'est tout à fait fabuleux. Et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les neurosciences. Je pense que si les neurosciences nous fascinent tous autant, c'est quand même grosso modo qu'on sait qu'on ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait pas comment ça fonctionne, le cerveau. Et moi, il y a un truc très simple qui me fascine, c'est on oublie tous des trucs régulièrement. Puis d'un seul coup, ça revient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était stocké quelque part dans le cerveau, parce que c'est pas en regardant les murs que c'est revenu, c'était une information qui était stockée quelque part dans le cerveau et qui revient. Personne aujourd'hui n'est capable d'expliquer vraiment comment ça se passe. Et peut-être qu'un jour, on aura une intelligence artificielle si forte que automatiquement, vous aurez un moteur de recherche interne et donc on n'oubliera plus jamais rien. On n'en est pas là, je vous rassure. Mais voilà, justement, j'étais sûre qu'Antoine Petit allait parler d'intelligence artificielle. Et alors, et ça fait peur alors? C'est ça qu'il va falloir. Mais moi, ça me fait peur. Mais ce qui me fait pas peur, c'est l'idée de l'Eureka. Parce que l'Eureka, c'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est souvent de voir quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on le voit trop. Et ça, dans la recherche scientifique, il y a quand même un type qui s'est dit, quand la pomme tombe, pourquoi elle tombe? Alors que personne n'aurait songé à se poser même cette question. Et là-dessus, l'homme de théâtre, il fait ça. Il voit quelque chose sur le plateau, quelque chose qu'on voit tous les jours, mais qui, transposé dans le cadre de la création, à l'intérieur de son poème, de sa construction discursive, produit quelque chose, un émerveillement, je dirais même, sur quelque chose qu'on voit pourtant souvent, tous les jours. Et je pense que c'est là que la démarche scientifique et la démarche artistique se rejoignent sur plusieurs points. Il y a l'intuition de départ, il y a, vous l'avez dit, dans les deux cas, du travail. Ah oui, c'est certain. Et ensuite, il y a le plaisir de la création, de la découverte, et la volonté de le partager. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Un chercheur veut communiquer ses résultats au plus grand nombre, un artiste aussi. Et dans les deux cas, on a ce même parallélisme. Et il me semble si je peux parler de ça, j'ai l'impression qu'il y a une dernière étape qui est de nettoyer le tout pour que ce soit le plus élégant possible. Et je trouve qu'on a, pour l'artiste, il est obligé de le faire. Pour le scientifique, il devrait être obligé de le faire. Et en ce moment, on sait tous qu'il y a des questions d'intégrité scientifique, de course à la publication.
Et parfois, il arrive que les chercheurs ou les chercheuses ne prennent plus ce temps de se poser, de dire voilà, le résultat, je l'ai. Maintenant, il faut que je l'appure, il faut que je le rende le plus élégant possible. Et je pense que c'est une dernière dimension qui, de mon point de vue, est essentielle parce que je trouve qu'à la fin, quand vous avez quelque chose qui est totalement apuré, c'est beau. Et c'est ça qui réjouit le chercheur aussi. Donc c'est une troisième dimension, me semble-t-il, qui est complémentaire des deux précédentes. Là vous parlez des rapports entre chercheurs et créateurs artistiques. Alors le spectateur, lui, où c'est qu'il va y trouver son compte? Parce que qu'est-ce qui le retient finalement? C'est toujours l'histoire, non? L'histoire, la narration? Ah non, pas que ça? Non, ça serait quoi alors? Du tout, non. Il y a plein de théâtres qui est post-dramatique, ou adramatique, dans lequel il n'y a pas particulièrement de narration. Non. Le chercheur est, comme le créateur, comme le spectateur, un aventurier de l'esprit. Il vient là pour vivre cette aventure-là. Ce sont des aventuriers de l'esprit. Est-ce que c'est pas dans les deux cas aussi l'envie de savoir la suite? C'est possible, mais enfin, pour qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait un début, et il y a des œuvres qui n'ont ni début, ni suite, ni fin, et qui sont extraordinaires pour autant, parce que l'inconscient est moins chronologique. Alors, quelquefois, les œuvres, elles nous rappellent qu'on a une vie intérieure, qu'on a un imaginaire, qu'on a un inconscient, et qu'on ne peut pas exiger de lui trop de cohérence narrative. Alors, ces œuvres, c'est surtout sur les concepts, ou c'est sur les personnages de la science? Est-ce que les personnages de la science vous intéressent? Est-ce que c'est tout ensemble? Est-ce que c'est séparé? Ça, c'est une très très bonne question. Moi, je crois que à l'époque des Grecs, on est passé d'une pensée qui fonctionnait par allégorie, celle du théâtre, des personnages qui arrivaient, qui incarnaient la mort, qui incarnaient les dieux, souvent étaient au fond des allégories, et à une pensée conceptuelle. C'est ça qui a fait que Platon peut dire il faut chasser les poètes de la cité. C'est-à-dire qu'il faut passer d'une pensée allégorique, qui est celle qu'on faisait dans ce qu'on appelle aujourd'hui les tragédies, mais qui ne s'appelait pas les tragédies à l'époque, dans le théâtre, à une pensée conceptuelle. La pensée conceptuelle, elle est plus solide. Elle laisse moins la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations, elle est moins équivoque, et en plus elle se répète de manière plus solide. Tandis que la pensée allégorique, celle qui est née des allégories, elle est beaucoup plus complexe. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la pensée, que ce n'est pas de la pensée valable. Alors nous, au théâtre, on reste fidèle à cette idée que les idées peuvent être représentées non pas par des concepts, mais par des personnes vivantes. Donc c'est très très bizarre, hein. C'est même un peu obscène. Ça a été évoqué aujourd'hui lors d'un échange parlant de sous les cieux. Sous les cieux, oui. Comment représenter les dieux? Oui, bien sûr, c'est une très très bonne question. Comment représenter les dieux de l'Olympe, si ce n'est que les dieux de l'Olympe sont déjà une représentation d'un qu'on ne représente pas et qui est Zeus, qui est le Père. Donc on ne représente jamais Zeus pour la bonne raison que c'est Apollon qui est la possibilité de la représentation et Hermès la possibilité de la formulation. Donc dans la tragédie grecque, il y a déjà les conditions de l'apparition de l'intelligence. Quand vous écrivez justement sur ces rencontres recherche et création, vous utilisez systématiquement ces mots de la recherche qui sont hypothèse, représentation. Hypothèse, c'est quelque chose avec laquelle on travaille aussi au théâtre. Ah oui, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait au théâtre? On dit essayons ça. Ça, c'est pas une hypothèse, enfin, c'est une hypothèse qui demande une expérimentation, ou qui demande à être confirmée par une expérimentation. On sait que le théâtre est une science exacte dont on ne connaît pas les règles, donc ça veut dire que on lance des hypothèses et on les lance aux acteurs. Il faut éviter de le faire en surplomb. C'est-à-dire le metteur en scène qui saurait et puis qui dirait aux acteurs on va faire ça et ça va marcher. C'est sûr qu'on va dans le mur. On lance des hypothèses, et si c'était ça, et si finalement Macbeth n'était pas un salaud, mais un type intéressant, une hypothèse parmi d'autres, et on essaie de travailler avec ces hypothèses-là. Est-ce qu'on travaille exactement comme ça en science? Pas tout à fait quand même. On lance les hypothèses? Oui, il y a des hypothèses au départ. Après, il y a une méthode peut-être plus codifiée pour les vérifier. Certainement. Mais au bout du compte, l'objectif est quand même de voir si l'hypothèse est vérifiée. Alors je pense... Elle peut être vérifiée, tandis que nous, elle reste vérifiée selon l'approbation du public. Voilà.
Antoine Petit. Ce que je trouve fabuleux, c'est l'utilisation des mots. C'est-à-dire que, en fait, là, on parle d'hypothèse. L'impression que j'ai, c'est qu'en fait, l'hypothèse, comme vous l'utilisez, moi j'ai l'impression qu'on utiliserait plutôt le terme de modèle. Et cette question des mots, c'est une question cruciale, hein, parce que si on discute entre des biologistes et des mathématiciens, ils mettent derrière le mot modèle, ils mettent pas la même chose. Les biologistes vont vous dire, on va passer du modèle rat au modèle souris, ou du contraire, ce qui veut dire qu'ils vont faire les expériences qu'ils font sur les souris, ils vont faire sur les rats. Les mathématiciens, ils n'ont pas ce même terme de modèle. Et l'impression que j'ai, c'est que, là encore, je pense que le mot hypothèse, on n'y mettrait pas exactement le même sens. Et dans ce que vous décrivez, j'ai l'impression que ça se rapproche plus du fait de dire, voilà, on va essayer un modèle, puis on va confronter le modèle à l'expérience. Si ça fit parfaitement, ce qui n'arrive jamais, c'est formidable. On a trouvé le modèle super. Si finalement le modèle ne fit pas complètement, et là c'est un peu pareil, si ce que va dire le metteur en scène et les acteurs, mais ils se rendent compte que ça ne marche pas bien, il y a des trucs, vous allez me dire on va changer d'hypothèse, alors que moi je vous aurais dit on va changer de modèle. D'accord. Oui, c'est vrai, mais le modèle en biologie est précisément, c'est pour ça qu'on se rapproche. Lui, il est informaticien, moi je suis biologiste à l'origine, donc c'est pas les mêmes. Et nous, on est plus proche d'un modèle. C'est plus sérieux, c'est ce qu'il veut dire. Non, toi c'est sérieux. Je suis le seul sérieux de vous deux. En physique, d'une certaine façon, on regarde le monde en faisant des expériences. Et en maths, c'est un peu plus quelque chose de l'ordre du reflet. Ça vous inspire, ça? L'expérience et le reflet? Moi, j'aimais pas du tout la physique, j'aimais beaucoup les maths. Mais j'aimais les maths parce qu'ils étaient abstraits. Et voilà, parce qu'on travaille sur des choses qui n'ont pas d'utilité immédiate. Ce qui m'a toujours un peu gêné dans la science, c'est l'idée qu'elle pouvait immédiatement trouver dans la technoscience une utilité pratique. Alors, ce que j'aimais dans les mathématiques, c'est qu'on ne savait pas à quoi ça servait, ce machin. Hein, comme le théâtre, on ne sait pas bien à quoi ça sert. Monsieur, vous savez à quoi ça sert? Il ne faudrait pas que ça serve, voilà, ce serait encore mieux. Il faudrait que ça serve que le théâtre, parce que quand le théâtre est au service de quelque chose, ça fait du mauvais théâtre. Ça fait du théâtre engagé, du théâtre propagandiste, du théâtre d'idées, etc. Toujours du mauvais théâtre. Le théâtre ne sert à rien d'autre qu'à montrer des hommes à des hommes. Et des femmes, évidemment, pardon pour le manque d'inclusivité de mon discours. Je suis pas sûr, c'est pas le sujet, mais je suis pas sûr que la physique, ça soit que des expériences. Je pense que c'est beaucoup d'observations. Alors que les maths, c'est effectivement un peu différent. Je pense qu'il y a un côté, on découvre. Est-ce qu'on découvre, est-ce qu'on invente les maths? Ça, c'est une vraie question. On pourra en reparler peut-être l'année prochaine. Mais effectivement, la physique va aussi faire beaucoup d'expérimentation, d'expériences. Les maths, on va construire des objets qui effectivement n'existent la plupart du temps que dans la tête de celle ou celui qui les a inventés. Par contre, moi, en tant que vague matheux d'origine, je trouve toujours ça fabuleux de pouvoir expliquer la vie en général, même si je la simplifie, par des maths. Pour moi, c'est là que je suis toujours convaincu. Je suis convaincu quand j'ai compris quelle était la modélisation mathématique, mais c'est sans doute un travers personnel. Et la biologie fait la synthèse entre tout ça, parce que dans la biologie, on sait que l'interaction de la cellule avec son environnement a été le précurseur, dans l'histoire de la vie, avec l'interaction de la cellule avec d'autres cellules pour constituer des êtres pluricellulaires. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau de l'interaction de l'individu avec son environnement pour développer des interactions avec ses concitoyens. Moi, je l'avais lu dans Teilhard de Chardin, ça. Mais oui, mais on est beaucoup plus lent, beaucoup plus lent. Et donc maintenant, c'est démontré, c'est connu, et ça explique, ce modèle d'interaction explique les interactions sociales et les interactions entre le public au sein d'un spectacle et entre ceux qui sont sur scène et ceux qui sont dans le public. Vous dites que, Olivier Py, que l'art théâtral, c'est comme une discipline supplémentaire des sciences humaines. Antoine Petit, qui a un gros département sciences humaines au CNRS, il serait d'accord? Alors moi, je pense que effectivement, c'est une des particularités du CNRS, c'est qu'on couvre tous les champs disciplinaires des sciences dites les plus dures à l'ensemble des sciences humaines et sociales. Et moi, je pense qu'il ne faut pas compartimenter. Donc je pense que ce qui fait aujourd'hui la force des sciences humaines et sociales en particulier, c'est toutes les interactions. Et je pense qu'effectivement, est-ce que c'est une discipline de plus ou est-ce que c'est simplement un domaine qui va enrichir les autres? Ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, en particulier en sciences humaines et sociales, il faut vraiment aller sortir des sentiers battus. Et je pense que le succès des rencontres montre très bien à quel point
les spécialistes de sciences humaines et sociales sont passionnés par les interactions avec les artistes, à mon avis, l'étape pour les 5 ans à venir, ça sera d'y associer aussi des spécialistes des sciences dures qui viendront moins naturellement, je crois qu'il faut en être conscient, mais je crois qu'encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ces échanges, ils sont absolument clés. Est-ce que c'est une science humaine? Je sais pas, c'est pas... C'est une formule. Oui, une formule. non. Mais c'est vrai que je parle souvent de théâtre à partir du Festival d'Avignon, je m'en excuse, bon, en même temps j'en suis fier, mais on avait l'idée d'un Festival d'Avignon qui n'était pas que la production de spectacles. Il faisait du spectateur autre chose qu'un consommateur de divertissement ou de spectacle, même de divertissement intelligent, mais qui soit une sorte de grande réunion dans une ville, une réunion utopique, une utopie réalisée, dans laquelle ce serait la fête de l'intelligence, dans laquelle la vie de l'esprit pourrait être empoignée par tous les bouts et par toutes les personnes et sans hiérarchie. C'est ce que j'aime beaucoup dans les rencontres que nous faisons ici, parce qu'on a l'impression que le rapport hiérarchique est aboli. Complètement. Juste un point, on ne va pas entrer dans un débat sur sciences dures, sciences douces, etc. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que dans ces rencontres, il y a certes des sciences humaines et sociales, mais cet après-midi, on avait par exemple, puisque le thème c'était « Traverser les mondes », rejoignant la programmation du festival sur le lycée Néide. Et traverser des mondes, c'est aussi bien les migrations, les aspects des études sociologiques, anthropologiques sur les migrations, mais c'était aussi les études génétiques associées là aussi aux populations, à leurs évolutions. On avait encore également des études sur les perceptions et de l'imagerie. Donc certes, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de physique ou de mathématiques, mais il y a des approches et on est déjà dans des disciplines extrêmement diverses. Alors, à niveau de la génétique, de l'imagerie médicale, jusqu'à l'anthropologie, aux sciences du comportement et à la sociologie. Je crois qu'on est complètement d'accord, je ne vais surtout pas les opposer, juste pour illustrer. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir la grotte de Chauvet, il n'y a pas longtemps, la vraie, pas la reconstitution. Il faut bien qu'être patron de CNRS, ça a quelques avantages quand même. Et ce qui est tout à fait passionnant quand on discute avec les gens qui s'occupent de ça, c'est à quel point justement on a besoin de l'ensemble des sciences pour appréhender la manière dont ces hommes lointains faisaient... C'est nous la grotte Chauvet aussi. Hein. Oui. Presque nous. Hein. Oui, c'est presque nous, il y a quand même quelques dizaines de milliers d'années quand même, donc c'est presque nous. Mais justement, le fait de comprendre la dimension artistique via des techniques dont on a besoin de sciences vraiment dures pour comprendre la superposition, les matériaux, etc., je trouve que c'est ça qui est fabuleux, c'est le fait d'être capable d'associer des gens d'origines différentes. Et on parlait d'étincelles tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'étincelles qui naissent de ça. Vous parliez tout à l'heure, Antoine, d'intelligence artificielle. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ceux qui travaillent beaucoup en informatique, en mathématiques, vont avoir un besoin, une réelle nécessité de côtoyer des artistes, ceux qui élaborent des pensées plus proches de la société, parce que leur objet, vous disiez tout à l'heure, Olivier Pic, ça vous faisait peur, leur objet risque de leur faire peur ou de leur revenir en boomerang. Est-ce que c'est pas en train de se faire, ça? Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas peur de l'intelligence artificielle, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, parce que moi, je pense qu'opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, c'est absurde. Ça fait des années qu'on travaille avec des environnements techniques, scientifiques qui sont de plus en plus élaborés. Par contre, je vous rejoins en disant que la clé, c'est l'interaction entre l'homme et la machine. Et donc, une bonne intelligence artificielle, elle va nécessiter effectivement de se confronter à la société en général, aux artistes en particulier, qui, je pense, ont une sensibilité qui peut être un petit peu différente, aussi pour des questions d'acceptabilité, c'est-à-dire que comprendre pourquoi la société va accepter un certain nombre de techniques ou parfois ne pas les accepter, je pense que ça nécessite un regard qui est avec un petit peu de recul, un petit peu décalé. Et je pense que l'artiste, il a peut-être cet avantage par rapport à madame, monsieur, tout le monde, c'est d'être un peu décalé. Et que le fait de se confronter à l'artiste, à mon avis, c'est un plus par rapport décalé ou intercalé même, oui, parce que c'est peut-être ça, un homme ou une femme de théâtre. On dit les artistes, mais on n'a pas tous la même pratique. Mais un homme et une femme de théâtre, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'en finit pas d'être le go-between avec la société, ou qui s'efforce de le faire en tout cas. Et qui s'efforce de le faire d'ailleurs, pas à la manière des grands médias, mais pour une minorité, pas pour une élite, mais pour une minorité. Justement, vous pensez que les gens de théâtre, pour parler de façon simple,
Ils sont assez irrigués par l'univers scientifique ou pas assez? Et y aurait-il quelque chose à faire, messieurs du côté scientifique, pour pousser à ça? Ça dépend lesquels, parce que le monde de la musique, du théâtre, par exemple, a été transformé par l'informatique. Faire des lumières de spectacle, si jamais depuis 15 ans, 20 ans, c'est devenu tout à fait autre chose à cause de l'informatique. Je veux dire, c'est un fait. Oui, mais ça, on pourrait dire que c'est la technique autour, mais à l'intérieur de ce qui fait l'étincelle, l'idée, la pensée. Oui, c'est pas, si je peux pas, c'est pas seulement technique. Enfin, je pense que ces techniques ont changé la manière de faire d'un certain nombre de gens, y compris en sciences. Ces outils informatiques, c'est pas que, on parle d'outils, mais ça a révolutionné la démarche scientifique chez les biologistes, chez les spécialistes sur l'humain social, et j'imagine que ça l'a fait pareil pour les artistes. Rendez-vous compte le choc dans les structures narratives quand on pense que les races, ça n'existe pas. On peut plus écrire de la même manière. C'est pas possible. Enfin, moi, mon sentiment, c'est que les concepts, parce qu'au-delà des technologies, c'est pas que les technologies ont un impact indéniable, mais les concepts irriguent le milieu artistique et il s'en empare et il en fait ce qu'il veut et ce qui est bien. L'autre point, c'est qu'on a parlé de l'intelligence artificielle qui va quand même révolutionner les choses. Il faut qu'il y ait en parallèle une progression forte de la façon dont la création artistique au sens large porte un regard sur ce que nous sommes. C'est indispensable. Et j'en viens au thème retenu pour la journée de demain, le forum, puisque c'est intelligence culturelle au sens large, et je crois que ça va être l'objet largement de la journée. Comment, à côté d'une science qui progresse vite, des intelligences culturelles permettent de garder un éclairage sur ce que nous sommes.